vous arrive. Bonsoir. J'ai des questions plus terre à terre. D'abord bêtement sur la bande-annonce où je vais dire on déflore le sujet. Est-ce que c'est voulu alors que le début du film, tout au début, enfin je ne sais plus combien de temps, enfin, si on n'avait pas vu la bande-annonce, on ne sait pas qu'il est trans, etc. Donc est-ce que vous êtes senti obligé de déflorer le sujet dans la bande-annonce pour donner envie de voir le film ou ben voilà, je me suis posé cette question-là. Et plus techniquement, je vais dire, est-ce que c'est tout le temps la voix de Noémie ou est-ce qu'elle est un peu changée entre avant et après ou pendant la transition, on va dire. Et au niveau de la barbe, est-ce que c'est un maquillage d'enfer à chaque fois ou il y a quand même des trucs assez rapides dans le... Ouais, je sais que c'est très bizarre comme question, mais enfin bon, je me la suis posée plusieurs fois. En plus parce qu'il y a énormément de gros plans sur sa barbe et que voilà, je me suis posé la question presque à chaque gros plan. D'accord. Alors, on va commencer par la barbe. Je crois que monsieur est jaloux de la grosse barbe de Benjamin, c'est ça? J'avais compris. Ouais. Bon, c'est vrai que pour moi, c'est des choses qui sont... Enfin, c'est pas... comment dire? C'est comme si on parlait de Benjamin, si Benjamin avait été interprété par un homme, je pense qu'on ne poserait pas la question. Sachant que, voilà, pour vraiment être très clair et honnête, Noémie n'a vraiment pas fait ce rôle pour justement qu'on parle de performance et qu'on parle de, vous voyez, de tout ce qu'il y a derrière. Elle l'a vraiment fait parce que le rôle de Benjamin la touchait énormément et qu'elle avait envie de lui rendre hommage et d'interpréter son courage, d'incarner son courage. Donc, bon. Mais donc sa barbe, c'est ce qu'on appelle du poil à poil, c'est-à-dire que c'est posé poil après poil. Ouais. C'est des 3 heures de préparation tous les matins. Voilà. Sa voix, Noémie a travaillé pendant plusieurs mois avec une orthophoniste qui suit des personnes trans et qui l'a aidé à baisser la tessiture de sa voix. Mais il y a un seuil en dessous duquel on ne peut pas aller, bien sûr, si on ne prend pas de testostérone. Donc, j'ai trouvé un logiciel en post-production qui m'a permis de baisser encore un peu la voix. Et c'est la voix de Noémie tout le temps, parce que je voulais bien sûr pas du tout que ça ne soit pas sa voix, sinon ça n'avait aucun sens. Donc voilà, ça c'est pour la voix. Et puis... La bande-annonce. Et la bande-annonce. Ben oui, la bande-annonce, parce que c'est le sujet du film. C'est un homme trans qui porte un enfant, donc pour moi, il ne s'agissait pas de dissimuler quelque chose au public. Donc voilà, s'il a envie de voir le film après avoir vu la bande-annonce et avoir vu le sujet du film, eh bien c'est bien. Moi, j'aime pas quand on me dissimule quelque chose dans une bande-annonce. Tu m'as dit tout à l'heure que dans certaines salles, certains spectateurs... malgré Ah oui, il y a beaucoup de spectateurs qui pensent qu'il y a 2 comédiens. Oui, beaucoup. Et qui ont vu la bande-annonce. Et qui ont vu l'affiche, et qui ont vu... mais qui pensent qu'il y a deux comédiens. Oui. Allez-y, n'ayez pas peur, on en parle. Bonsoir. Alors déjà, bravo pour ce film. En tout cas, ça m'a transporté tout le long. Et j'aimerais savoir une chose, c'est qu'il y a une chose qui m'a étonnée, c'est ce à quel point les rôles sont extrêmement genrés. Enfin, c'est assez étonnant parce que du coup, Sebo est toujours dans un rôle qui est dans du cœur et j'ai trouvé ça assez marrant dans le sens où Benjamin est quand même infirmier, donc c'est pas par hasard. Et la scène où elle finit par lui dire mais tu te rends pas compte en fait que je porte aussi quelque chose d'une certaine manière, et lui il se rend pas du tout compte et j'ai l'impression qu'il ne fait pas du tout attention à la personne avec qui il est en fait. C'est-à-dire que son acte en fait de porter son enfant est une révolution en soi,
mais en même temps, il finit par oublier la personne avec qui il est. Et puis il y a même cette scène où en fait il est même dans le canapé en train de jouer aux jeux vidéo, où elle lui apporte sa petite soupe. En soi c'est mignon, mais je veux dire, ces deux rôles, ils sont, il y a un côté hyper, l'un est hyper dans le, j'ai pas envie de dire la performance, mais très masculin, et l'autre est très dans un cliché en fait. Vachement, je trouve. Bon, c'est un couple très hétéronormé, on va c'est dire. un peu ça. Et sinon, une autre question, est-ce que vous prenez quand même un sujet où on parle beaucoup des personnes concernées, de tout ça, est-ce que vous avez un syndrome de l'imposteur ou pas? Pardon? Un syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire avoir l'impression de ne pas être légitime à écrire ça. Mais d'après ce que je vois, non. Et voilà. Jamais. Jamais. Et j'encourage vraiment tous les cinéastes et les scénaristes à s'emparer des sujets dont ils sont passionnés, dont ils pensent que leur écriture, leur mise en scène, leur réalisation va faire. Je veux dire, pour moi, le cinéma, j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette époque où on doit s'enfermer, où on devrait s'enfermer dans nos propres vécus, dans notre propre identité. Mais c'est tout le contraire du cinéma, en fait. Je veux dire, ça veut dire qu'il ne faut plus faire des films d'époque, il ne faut plus faire des films sur un autre pays, parce qu'il faut faire des films alors sur des histoires françaises d'aujourd'hui. Je veux dire, le cinéma, c'est tout sauf ça, quoi. Donc moi, je me sens légitime à faire n'importe quel sujet, comme j'encourage tous les jeunes auteurs qui parfois viennent me voir en m'interrogeant, en me demandant des conseils et en leur disant qu'il faut qu'ils s'auto-censurent sur rien, parce que notre époque est en train de nous pousser à se censurer. Ouais. Et la censure, c'est tout sauf la culture. Voilà. Oui, bonsoir. J'ai eu le sentiment tout le long du film que vous donniez une grande place au silence. Évidemment, peut-être en référence avec tout ce temps avant la transition où Benjamin est resté peut-être dans le silence de sa vie. Sa vie intérieure, cette intériorité, elle est présente aussi dans le mouvement de la mer. Enfin, il y a des tas de choses qui font penser à cette vie intérieure qui se déploie. Et en même temps, je trouve qu'il y a eu des moments extrêmement forts du côté de la parole. Par exemple, la discussion entre les deux frères, quand le frère de Benjamin lui dit « tu veux tout ?» Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, par exemple, où les trans veulent tout. Ils veulent être ceci, mais aussi avoir autre chose, etc. Et aussi la conversation entre Benjamin et son meilleur ami. Donc, le silence en toile de fond omniprésent, l'océan, et des moments très forts de parole, d'échange. Je voulais vous demander si la scène extrêmement importante de la décision de Benjamin de porter l'enfant, qui est extrêmement étonnante, parce que finalement, on a l'impression que ça sort de nulle part. Enfin, il n'y a rien qui nous laisse penser qu'il y a eu des discussions préalables dans le couple. Et je voulais vous demander pourquoi vous avez construit ce moment de cette façon-là, et même dans l'ascenseur, c'est-à-dire dans un endroit... je ne sais pas ce que vous aviez en tête, j'aurais voulu savoir si vous aviez quelque chose en tête à ce moment-là. Pourquoi c'est venu comme ça? Alors, effectivement, il n'y a pas eu de discussion. Il y a eu des discussions sur ce désir d'avoir des enfants, de devenir parents. Mais c'est pour ça que Aude a fait plusieurs PMA, plusieurs fausses couches. Et que donc, à un moment donné, elle sait qu'elle ne pourra pas aller plus loin, sinon c'est sa vie qu'elle met en danger.
donc cette décision de Benjamin, là où il en est par rapport à sa transition, et que effectivement il est comme Jacob l'était, il est à quelques semaines de faire son hystérectomie, donc pour lui, il n'y avait pas du tout ce projet-là. Mais entre perdre l'amour de sa vie, perdre ce projet, mettre une croix sur ce projet de devenir père, de devenir parent, et mettre en parenthèse sa transition, et donc prendre aussi ce courage, parce qu'il voulait aller au bout de sa transition, même si certains hommes trans ne font pas leur hystérectomie, tous les hommes trans ne le font pas. Il y en a, c'est important pour eux, il y en a, ça ne l'est moins, ou ça ne l'est pas. Donc c'est effectivement une décision très spontanée. Et c'est comme ça que la scène a été écrite et jouée. Bonsoir. Alors, avant de poser ma question, juste, vous avez dit, quand vous êtes venu le présenter, vous êtes fier de ce film, vous pouvez être fier de tous vos films, déjà. Ça, c'est pour commencer. Et puis, c'est juste la fin du film. Quand on les voit à la torse, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le revient sur Aix. Est-ce que c'est parce que sur l'île de Groix, ils ne sont plus acceptés, ou c'est parce qu'ils veulent vraiment changer de vie? Alors, vous connaissez la torse. Mais vous êtes le premier, vous voyez, dans une avant-première, à me parler de la torse. Je veux dire, le public ne sait pas. Il voit juste que c'est un parc, il voit juste que ce n'est pas Groix, il voit juste que voilà, c'est un autre environnement, il voit juste toutes ces familles, mais il ne l'identifie pas comme d'ailleurs, il n'est pas identifié. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il peut imaginer tout. Voilà, est-ce qu'il est, où est le couple? Et je pense que c'est, avant tout, il regarde déjà, voilà, juste ce père, cette mère, cet enfant, toutes ces familles autour, la vie, voilà, telle que on la croise tous les jours, sans connaître la vie, l'intimité, les histoires des familles qu'on a autour de nous, et c'est bien normal. Et c'est ça l'important, en fait. C'est que c'est une image bien banale. Alors, oh, je m'entends, pardon, c'est bien. J'ai pas l'habitude. Déjà, bonsoir. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'étais déjà très d'accord avec ce que vous avez dit sur la censure et le cinéma. Pour moi, dans le cinéma, il ne devrait pas avoir de censure. Un auteur est libre de faire tout ce qu'il veut, donc sur ça, je vous rejoins. Ma question, elle pose sur la fin du film, avec le personnage de Soko. J'ai du mal en fait à comprendre le fait que le personnage ait le besoin de partir et qu'il ne soutienne pas son partenaire dans sa grossesse. Et je trouve que du coup ça fait un peu contraste avec l'idée du film parce que, après moi j'ai pas d'enfant, j'en sais rien et je crois pas que c'est prévu pour le moment. Mais du coup, Ah bah vous allez peut-être avoir une surprise. Hein, oui, bien sûr. Et du coup, je me disais que, un enfant ça s'élève à deux et c'était un peu l'idée que je voyais dans le film et du coup j'avais du mal à comprendre le fait qu'elle parte et surtout que le fait que quand elle revienne c'est pas montré et qu'il ne la confronte pas à ça. Mais vous parlez d'élever un enfant, ils sont Oui, deux. mais je veux dire pendant la grossesse du moins. Pendant les 3 derniers mois de la grossesse. Les 3 derniers mois. Et pendant l'accouchement. Alors, vous en connaissez pas beaucoup, vous, de couples où le père est parti, où le père n'assiste pas à l'accouchement, où le père part quand sa compagne ou même sa femme est enceinte, voilà. Et c'est bizarre parce que ça surprend, ça choque beaucoup moins quand c'est le père. Là, c'est la mère qui a quand même sa place de mère qui est compliquée à construire. Et elle le dit, elle doit trouver sa place. Parce que d'abord, c'est un désir qu'elle a peut-être même eu avant Benjamin, celui de devenir mère. Toutes les femmes qui ont eu des problèmes et qui ont dû parfois faire le deuil de porter un enfant, de devenir maman, connaissent la douleur
que ça peut représenter. Puis il y en a qui ne veulent pas devenir maman, mais parfois la société vous fait bien comprendre que c'est pas normal. Donc c'est ça aussi d'ailleurs que j'ai voulu un peu déconstruire avec le film. Parce que pour moi, le désir de devenir parent, c'est quelque part, à la limite, parent, pour moi, ça ne devrait presque pas avoir de genre. Mais la société fait qu'on a construit des rôles très, très, très forts entre ce qu'est une mère, ce qu'est un père. Et moi, j'adore dans les avant-premières, quand j'ai des papas qui me disent à quel point ils auraient aimé porter leur enfant. Et puis il y en a d'autres qui disent ah là, moi jamais j'aurais souhaité ça. Mais il y en a qui s'identifient à Aude dans cette place où justement il n'y a pas ce lien charnel, ce lien physique, et où pendant 9 mois ou 8 mois parfois ou 7 mois parfois, eh bien il y a un des parents qui se sent plus exclu que l'autre. Et donc, quand déjà on a eu ce désir depuis très longtemps de devenir maman, que en plus on n'a pas ce lien, eh bien, c'est compliqué pour elle. Et il faut qu'elle prenne le temps, justement, pour pouvoir revenir et être la maman qu'elle a toujours voulu être. Eh bien, il faut qu'elle prenne ce temps. Et c'est ce qu'elle fait. Mais elle est là, à la fin. Encore moi. Oui, j'ai lu que vous avez tourné d'autres films depuis, donc c'était pour vous en parliez, je crois que c'est Marie Castille, et puis la différence que c'est justement de jouer dans une série, surtout un feuilleton quotidien, et des films de cinéma. Donc. Ah bah, clairement, c'est deux mondes. Ça n'a rien à voir du tout, le monde de la série. En tout cas, je peux parler que pour Plus belle la vie, parce que c'est de là d'où je viens. Ça va très très vite. Déjà, c'est des horaires de bureau, hein, c'est 8h, 17h. Et donc, il faut caler toutes les scènes dans ce laps de temps de manière très 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 rapide. Bah, d'ailleurs, quand on tourne sur le plateau, sur les décors que tout le monde connaît, le panier, il y a 5 caméras qui tournent en simultané. J'ai jamais vu ça ailleurs. Et même le réalisateur ou la réalisatrice fait le montage en direct. Donc, pour te dire à quel point faut que ça aille vite. Je suis arrivé sur Goodman et j'ai compris que non, ça n'avait rien à voir. Il y a un timing, hein, c'est serré, il faut aller vite quand même. Et on prend le temps de faire les choses bien, et surtout de faire de belles choses. J'ai fait ma première journée. J'ai fait ma première journée de tournage un lundi. Le mardi, j'étais en relâche. Je suis allé les voir tourner. C'était la scène où Aude enseigne la danse à des enfants. Scène toute bidon, hein. J'ai pleuré. C'était tellement beau sur la caméra que j'en ai pleuré, quoi. Et je me suis dit, d'ailleurs, je suis rentré du tournage, j'ai dit à mes potes, même si je suis mauvais, au moins je serai beau. Ça sera joli. Et clairement, ce sont deux mondes différents. Et même là où, en effet, cet été, on a retourné ensemble, j'ai eu la chance de continuer l'aventure avec Marie Cassie. Et là, pareil, on était 1000 fois plus nombreux que Goodman. Et pareil, ça n'a rien à voir du tout à la façon dont on avait tourné. Et au contraire, j'ai adoré multiplier ces expériences. Et j'ai hâte de voir le prochain où ça va être quoi et comment on va travailler. Et je trouve ça chouette. Au contraire, je préfère le long métrage carrément. On prend le temps de faire de belles choses. Enfin, j'ai l'impression que c'est plein de photos, magnifiques photos, mises les unes après les autres. C'est un peu ça, hein, le cinéma, en fait. C'est des photos, mais là pour de vrai. Beau cadrage et tout, belle lumière, tout beau. C'est très beau. Et tu joues quoi dans celui qu'on a tourné ?